Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bien, si je suis sûre d'une chose ce soir, c'est que tout le monde ici, ou presque, sans compter les petits bébés qui sont là devant, a fait la philosophie au moins une fois dans sa vie. N'est-ce pas? Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir ceux qui n'ont jamais fait la classe de terminale, mais c'est pas grave. Tout le monde fait la philosophie. On n'a pas toujours besoin d'aller à l'école. Et Karl Jasper a dit, philosopher, c'est être en route. Et tout le monde ici a pris une route pour arriver là. Est-ce que je me trompe? Donc, mais ce qui m'a le plus intrigué quand on était en terminale, c'est qu'on a plus ou moins mal appréhendé ce que c'est que la philosophie. On a toujours pensé que c'était quelque chose d'abstrait, que ce n'était que pure spéculation. Or, la philosophie, comme toutes les autres disciplines, regorge plusieurs branches. Si je prends par exemple le premier chapitre de philo en terminale, qui peut me donner le nom du premier chapitre de philo en terminale là? Je m'adresse au Shabbat. Au Shabbat, vous avez déjà oublié, c'est comme un bac plus 18. Non, là quoi? La philosophie en Afrique, c'est le deuxième chapitre. Le premier. Non, qu'est-ce que la philosophie? Le premier chapitre en philo en terminale, c'est qu'est-ce que la philosophie? Ou encore introduction à la philosophie. Ça peut entrer dans la partie de la philosophie qu'on appelle la métaphysique. Bon, quand vous arrivez en Guayaquil, vous dites que vous cherchez un métaphysicien, vous-même vous allez voir comment il est bizarre. Parce que c'est vraiment eux les philosophes là-bas et les gars sont dans la pure spéculation. Mais il y a aussi une autre branche de la philo qu'on appelle l'épistémologie. En terminant, on a vu la science, non? On a vu la science, donc il y a l'épistémologie comme moi je fais. Et pour dire simplement, l'épistémologie, c'est la philosophie des sciences, pour le dire simplement. Et l'épistémologie regorge également des branches, comme la technoscience, qui met en avant le concept de post-humanité aujourd'hui. Et la post-humanité est ce sur quoi je travaille principalement dans mon mémoire. Et quand on parle de post-humanité, on parle tout simplement d'humanité améliorée, d'humanité transformée à la différence de l'homme naturel que Dieu a créé. Et s'il est vrai que c'est Dieu qui a créé l'homme, aujourd'hui, c'est la science qui est capable de le façonner et de le modeler à sa guise. Même ce que Dieu a refusé à l'homme, aujourd'hui, grâce à la science, on peut avoir ça. Je prends la science, les avancées de la science se vérifient dans tous les domaines. Je prends aujourd'hui, on a les tablettes, on a les téléphones et tout ça. Quand tu n'es pas Android, on dit que tu es quoi? On dit que tu es Choronko. Donc, tout est androidisé. Et là, ça fait partie des avancées ou alors du développement technique de la science. Mais la science évolue également dans le domaine biologique. Je pense particulièrement à ces femmes dans nos familles qui sont incapables de porter un bébé dans leur ventre, comme moi non. Ça vous l'a moqué, n'est-ce pas? Ça arrive. On dit souvent que Dieu t'a refusé l'enfant. La nature n'a pas voulu que tu enfantes. Mais avec la science aujourd'hui, même si tu ne peux pas porter l'enfant dans ton ventre, tu peux avoir l'enfant qui te ressemble. Allez le dire aux femmes dans vos familles. On le fait déjà ici. Ce n'est plus les choses des benguistes là, ce n'est plus les choses des watts. On peut y aller ça ici, là, au Crasset, en Goussoula. Donc, si vous avez des femmes qui souffrent de la stérilité, elles peuvent désormais avoir les enfants qui leur ressemblent. Et on parle donc de fécondation in vitro. À l'opposé de la fécondation in utero qui se fait naturellement. La fécondation in vitro se fait dans les laboratoires. On parle encore d'insémination artificielle. Mais ce qui m'intrigue le plus dans cette histoire de fécondation in vitro là, c'est qu'on peut passer la commande du type d'enfant qu'on veut. Aujourd'hui, là, on ne fait plus les enfants au hasard. On ne fait plus les enfants qui sortent bizarrement, genre. Non, on peut passer la commande. Quand tu dis que, bon, aujourd'hui, cette fois-ci, moi, je veux un téléphone S18 avec telle caractéristique. Même avec l'enfant, ça se fait. Puisqu'on fabrique les bébés dans les laboratoires. Donc, je peux décider que, comme ici, là, non. Je peux décider que mon enfant soit métis, même si son père est noir comme le charbon. Il le sera grâce à la science. Je peux décider que mon enfant ait les yeux bleus, que mon enfant ait les yeux verts, même violettes, même. Il aura. Je peux décider que mon enfant ait les cheveux bouclés et tout ça. Il aura. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la beauté. Et c'est possible grâce à la science. On passe la commande du type d'enfant qu'on veut.
Et tous ces traits et même nos comportements, on les explique à partir de l'étude des gènes, parce qu'on dit que ce sont les gènes qui sont responsables de nos caractères. Et ce qui m'intrigue encore le plus dans tout ça, c'est que même nos comportements de chaque jour, on dit que ça résulte de nos gènes. Si tu es gentil, on dit que c'est parce que tu portes en toi les gènes de la gentillesse. Vous comprenez ça? On dit que si tu es beau, c'est parce que tu portes en toi les gènes de la beauté. Là où les gars vont alors, tu sais que si tu es un bon menteur, c'est que tu portes en toi les gènes du mensonge. Maman, et je profite là pour donner un assist au gars, j'appelle ça l'argument scientifique de l'infidélité. Je dis bien, l'argument scientifique de l'infidélité. Tous les gars sont infidèles, non? C'est connu. Tous les gars sont infidèles. Ouais. Quel gars peut me dire ça qui n'a jamais trompé sa go? Soyez honnêtes, soyez honnêtes. Qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. Si un jour votre go vous attrape en plein flagrant de tromperie, vous dit que, ben comment tu me fais ça, non? Il faut seulement lui répondre que maman, tu sais, c'est pas de ma faute. Hein. C'est que je porte en moi les gènes de la tromperie. Et c'est vrai, c'est naturel, on sait que tous les hommes sont infidèles. Et on met maintenant ça sur le dos de la science. Et vous voyez où on en arrive, non? Tous nos mauvais comportements, nos sales habitudes. On met ça sur le dos de la science. On explique ça avec des faits scientifiques. Et c'est réel. Mais maintenant, le problème qui se pose, nous, en tant que philosophes, nous, on ne peut pas laisser ça passer. Parce que du coup, on a l'impression que la morale est mise de côté. Et c'est ça notre problème. Où est-ce qu'on va dans ce développement de la science qui change nos habitudes, qui justifie nos mauvais comportements-là? Et Rabelais a dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et moi, je dis ce soir, science sans conscience n'est pas sans conséquence. Dites-le s'il vous plaît. Science sans conscience n'est pas sans conséquence. Voilà. Science sans conscience n'est pas sans conséquence. Voilà. Donc il est donc question pour le philosophe de rappeler toujours les valeurs humaines, que l'on ne se perde pas dans le monde qui évolue, que l'on sache toujours qu'on doit demeurer responsable de nos actes et de ce que l'on fait. Que tous les actes que nous posons, nous devons en assumer les conséquences. Aujourd'hui, chez les benguistes, là, il y a, quand vous voyez esprit criminel à TF1 le lundi, là, quelqu'un vient de tuer les gens, on l'attrape, on dit que non, ce n'est pas de sa faute. Au lieu de l'envoyer en prison, on l'envoie dans un centre psychiatrique, c'est normal? Non, c'est pas normal. Donc, il est question de recadrer les esprits, qu'on ne se laisse pas embobiner dans le développement de la science. Et c'est pour ça que nous disons que c'est l'homme qui fait la science. Et l'homme fait la science pour son épanouissement et non pour son aliénation. Et c'est pourquoi nous disons ce slam sur la post-humanité. La post-humanité est une caractéristique de la modernité scientifique. Depuis le siècle des Lumières, siècle révolutionnaire à caractère humanitaire. Avec ce concept de post-humanité, l'on a désormais la liberté de déterminer les caractères physiques et mentaux de nouveau-nés. Et même si l'on est privé de la possibilité naturelle d'enfanter, l'on peut désormais avoir un bébé et choisir de le doter de brillantes potentialités. Avec la post-humanité, l'on peut créer des êtres améliorés, débarrassés des erreurs et des contraintes de la nature, en prolongeant la vie dans le meilleur des mondes, où par la science, l'on peut résoudre tous les problèmes, ou grâce à un comprimé, l'on peut aisément trouver le sommeil. La post-humanité pose cependant un problème de déterminisme scientifique, de responsabilité face aux arguments génétiques, en gros, un problème d'éthique. Et plus on avance, plus on dépend de cette science, elle qui pourtant était censée nous libérer, comment la justifier quand l'humeur ne tient plus qu'à un comprimé? Dépression, antidépression, une sorte de zombie-génération, hystérie, psychopathologie. On dirait un monde de folie. Merci.